La première fois que je suis arrivé dans le foyer dans lequel je travaille encore aujourd'hui, euh, c'était une grande maison bourgeoise, assez ancienne, donc je franchis cette grosse porte en bois et je me retrouve dans un hall d'entrée, une lumière un petit peu blafarde, euh, des tapisseries complètement déchirées sur les murs, des espèces de lambeaux comme ça, de griffures. C'était une maison qui n'avait pas encore été rénovée à cette époque-là. Et puis il y avait un jeune homme qui était assis par terre, adossé à un gros radiateur en fonte. Et il feuilletait comme ça son bottin téléphonique qu'il avait dans les mains. Il le feuilletait, il le respirait. Alors moi, avec mes bonnes pratiques, ma bonne éducation, bien typique, je le regarde, je lui fais un grand sourire, puis je lui tends la main en lui disant bonjour. Et il relève un petit peu les yeux, comme ça, me regarde fixement. Ça dure 3 secondes, 4 secondes, et puis il rebaisse les yeux et continue à feuilleter son bottin téléphonique. J'ai eu l'impression ce jour-là de prendre un vent, comme on dit communément. Et donc une sensation pas, un petit peu particulière, en effet. Euh, Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, ce même jeune homme est venu me chercher, m'a pris par la main comme ça et il m'a amené dans une petite pièce où on a un canapé. Il s'assoit sur le canapé, il me tire un peu le bras, je m'assois à côté de lui, puis il commence à me regarder, il me dévisage. Il a un regard très doux à ce moment-là, et puis il se met à toucher le nez, mes joues, ma bouche, un petit peu son doigt dans ma bouche, et puis il me prend la main, il me prend mon doigt et tente de le mettre dans sa bouche. C'est une personne qui a l'habitude de mordre, de griffer, qui est comme ça, un comportement un petit peu violent parfois. Donc j'étais pas très tranquille, mais allez, ce sont les risques du métier, j'ai laissé faire, il m'a pas mordu du tout. J'ai juste cherché comme ça, alors je sais pas trop ce que ça représentait, des histoires de sensations, des choses comme ça. Euh, j'ai eu l'impression de le rencontrer ce jour-là, ce jeune homme. Et je pense que lui aussi m'a rencontré. C'est une anecdote qui me reste en tête parce que vraiment, de l'impression de ne pas exister pour lui. Et ce jour-là, j'ai l'impression que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous. C'était un très joli moment. Bonjour, je m'appelle Alain, j'ai 48 ans, je suis éducateur spécialisé depuis 14 ans et je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé pour personnes avec troubles du spectre autistique. C'est leur lieu de vie et je les accompagne dans le quotidien, de très tôt le matin au lever jusqu'au coucher le soir. J'ai eu envie de faire un témoignage parce que je crois qu'il y a des représentations un petit peu faussées de ce que on peut appeler les troubles du spectre autistique ou l'autisme. Euh, J'avais envie un petit peu d'en parler, de ma position, avec l'expérience que je peux avoir auprès d'eux, auprès de ces personnes-là. Et essayer un petit peu de déconstruire une image qui n'est pas toujours forcément très juste de ces personnes-là. Les troubles du spectre autistique, c'est l'appellation actuelle. On a beaucoup parlé d'autisme.
Souvent, on les caractérise par un certain nombre de points. On parle de déficit dans les interactions sociales, on parle de déficit de communication, on parle d'intérêt restreint. Je retrouve ces points-là chez les personnes que j'accompagne. En effet, la communication, qui est souvent non verbale, est difficile. Il est difficile pour eux de nous comprendre, beaucoup de difficultés de nous à les comprendre. Les codes sociaux sont très très complexes et compliqués à interpréter pour eux. Le sourire, les expressions du visage sont souvent soit niées, soit mal comprises. Et puis effectivement, il peut s'intéresser à quelque chose en particulier, très spécifique, et ne s'intéresser qu'à cela. Pas forcément de la façon dont nous on utilise l'objet, notamment. Mais avant tout, moi je considère quand même que la première des choses, c'est de les considérer bien évidemment comme des êtres humains, avec leurs particularités, leurs différences. Et j'aime beaucoup partir sur le principe qu'il faut d'abord les rencontrer en tant qu'être humain pour engager un accompagnement qui soit le plus adapté possible. Alors on a pendant très longtemps accusé les parents et particulièrement la mère d'être responsable de l'autisme de son enfant. Les recherches scientifiques aujourd'hui le montrent, c'est totalement faux, bien évidemment, et c'est assez aberrant de penser cela aujourd'hui. Et bien évidemment, je pense en effet que les parents n'ont pas leur responsabilité à ce sujet-là. On peut imaginer d'ailleurs la souffrance de ces familles, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, et il n'était pas nécessaire, en plus de cela, de les culpabiliser à tort. Les recherches aujourd'hui montrent en effet qu'il s'agit plutôt d'une cause génétique et ou environnementale. Moi, je pense qu'il y a plusieurs causes possibles, probables, qui viennent déclencher les troubles du spectre autistique. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis assez d'accord pour parler de spectre autistique. C'est probablement multicausal, multifactoriel. Mais voilà, aujourd'hui on reste encore dans le mystère, dans l'inconnu, et moi je m'avance évidemment pas plus que ça. On ne sait toujours pas quelle en est l'origine. La recherche continue, les recherches continuent, et espérons que dans l'avenir, évidemment, il y aura de grandes évolutions sur cette question-là. Les personnes que j'accompagne ont des troubles du spectre autistique, mais c'est bien souvent associé à une grande déficience intellectuelle, des grandes difficultés cognitives, et très peu, pas de langage verbal. Donc c'est compliqué de savoir un petit peu comment elles vivent les choses, mais de ce que je peux en percevoir, je crois que d'une part, effectivement, elles comprennent très peu de choses de ce que nous pouvons exprimer, elles comprennent très peu leur environnement, très peu ce monde, un mode de fonctionnement différent d'une autre. Et il me semble qu'il est important avant tout d'être rassurant, d'être le plus compréhensible possible pour elles, en adaptant l'environnement, en nous adaptant nous, et en essayant de trouver des modes de communication dans lesquels on puisse se retrouver. Et toutes ces difficultés gèrent beaucoup de frustration, de la souffrance probablement. Il y a aussi des angoisses fortes, difficilement identifiables, mais qui sont là. On le voit bien
lorsqu'on les accompagne. Euh, et probablement que, comme je l'ai dit, la nécessité d'être rassurant, de contenir un petit peu ces angoisses, d'être là un petit peu pour apaiser ces souffrances en étant là, sans forcément trop parler, en ayant une attitude adaptée. Voilà, c'est déjà un bon départ pour espérer leur apporter du bien-être et les voir évoluer. Je pense que la première des choses à faire, c'est de se décaler un petit peu de nos représentations, de notre fonctionnement à nous, euh, d'oublier un petit peu comment nous on fonctionne pour essayer de comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. Il me semble que l'environnement doit être le plus adapté possible et nos comportements, notre façon à nous de communiquer, d'échanger avec ces personnes-là doit également être repensée et adaptée. Alors, il y a un ensemble de méthodes qu'on appelle d'éducation structurée euh, qui apportent vraiment un réel mieux-être et mieux vivre, même si tout n'est pas miraculeux bien évidemment. Et puis il y a aussi, à mon avis, une, un accompagnement qui doit être un petit peu contenant, rassurant, apaisant, euh, pour essayer de limiter leurs angoisses, pour essayer de limiter toutes ces incompréhensions. C'est un vrai décalage à faire pour essayer de sortir de notre sens à nous, notre bon sens à nous, et pour essayer de tendre à leur bon sens à eux, qui est un petit peu différent du nôtre très souvent. On ne guérit pas de l'autisme tout simplement parce que l'autisme n'est pas une maladie, c'est pas un virus, une bactérie. Donc moi je le définis plutôt comme un mode de fonctionnement psychique différent des fonctionnements typiques. Euh, c'est quelque chose qui moi, me parle parce que en effet on est plus dans quelque chose qui fonctionne différemment. La compréhension, les modes d'expression sont pas les mêmes que nous. Et, et ben, il faut vivre avec, du coup, forcément. Il faut vivre avec, il faut apprendre peut-être un peu à s'adapter à l'environnement, en effet, mais il faut surtout que l'environnement apprenne à s'adapter aussi au fonctionnement de ces personnes. Ça me paraît la meilleure solution pour qu'ils puissent vivre au sein de la société, que l'on soit avec des troubles du spectre autistique ou pas. Voilà, il y a une adaptation à faire probablement pour que chacun puisse s'y retrouver. Euh, y a bien évidemment des recherches qui se font autour de cette problématique-là, mais voilà, il n'y aura pas de vaccin pour l'autisme, je pense pas. Peut-être qu'on arrivera à trouver des gènes, quelque chose qui expliqueront certains comportements. Voilà, vivre avec dans un environnement adapté, c'est la meilleure des choses à mon avis. Alors on tente souvent d'amener les personnes qu'on accompagne, donc notamment les personnes avec autisme, euh, alors dans des activités un petit peu créatives, artisanales, artistiques, euh, que ce soit des disciplines, le sport, la danse,
tout un ensemble de choses où on va leur demander peut-être de faire preuve de créativité. Et puis aussi tous les modes d'apprentissage. On utilise des techniques d'apprentissage basées sur les pictogrammes, les photos, les objets. Et je pense qu'il y a un processus de création qui doit se mettre en place chez ces personnes, euh, qui va leur permettre du coup de réinventer un mode de communication qui à la base n'est pas du tout le leur. Et puis voilà, leur créativité, elle est là, elle est dans la façon dont ils vont chercher à s'exprimer, souvent différemment de nous, mais ils usent de trésors d'ingéniosité, de trésors de créativité, effectivement, pour souvent essayer de se faire comprendre, parvenir à exprimer des choses. Euh, et puis après, bah, il y a tout simplement cette création libre que l'on peut leur offrir, leur apporter, qui est tout simplement voilà, d'user d'activités un petit peu créatives, un petit peu artistiques, voilà, pour exprimer des choses ou pas, en tout cas pour pouvoir lâcher un certain nombre de choses sur du papier, sur de la toile, sur des découpages, des choses comme ça. Et là aussi, on est souvent très surpris par des résultats qui sont parfois assez exceptionnels. Ce qu'on peut appeler le regard social, cette représentation un petit peu générale que tout à chacun pourrait avoir de cet univers-là, de ce monde-là, le monde de l'autisme, le monde de ce spectre autistique. Le mot lui-même peut faire un peu peur. Il y a d'abord effectivement de la crainte, beaucoup de peur. Moi, je me balade souvent, on va faire des courses, on va faire des promenades, on va aller boire un coup, on va manger dans un restaurant avec des personnes que j'accompagne. Et je dois dire que souvent, c'est un regard plutôt bienveillant, parfois un peu de méfiance, un peu de crainte, euh, rarement un rejet total. Ça existe, hein, parfois on a des regards qui en disent long et on comprend vite que la personne qu'on a en face de nous n'est pas forcément soit très à l'aise, soit très dans, dans l'empathie euh, vis-à-vis des personnes porteurs de handicap. Euh, Et puis il y a aussi cette représentation, alors pour ce qui est de l'autisme, de ce qu'on voit souvent, un peu trop souvent peut-être à la télé, les autistes Asperger, les autistes de haut niveau qui ont des compétences et des capacités assez exceptionnelles. Mais toutes les personnes avec autisme ne sont pas forcément dans ce profil-là. Il y a des personnes qui sont très archaïques, qui ont un développement cognitif assez faible, et malgré tout, on trouve beaucoup de choses aussi chez ces personnes-là. Ça serait bien aussi peut-être qu'il y ait un petit peu plus d'éclairage sur eux parce qu'on a tendance à les mettre un petit peu de côté. Euh, je pense qu'il doit avoir un réseau d'informations euh, pour expliquer, pour témoigner, pour permettre un petit peu à ces personnes-là d'avoir un espace de parole, un espace d'écoute aussi, de façon un peu médiatique. Euh, Point trop n'en faut, je pourrais dire. Parce que voilà, il faut. Le risque très souvent, c'est que ça tourne à l'effet de mode. Donc l'autisme, c'est la mode, et notamment parce que souvent on présente des personnes avec des capacités très exceptionnelles. Donc du coup, voilà, on peut vite être sur le côté l'effet vendeur des personnalités qu'on peut montrer à la télévision. Euh,
l'autisme, il ne faut pas oublier que c'est aussi de la souffrance, que c'est aussi parfois des grandes difficultés dans plein de domaines différents. Et donc, il faut aussi que ça se soit évoqué, que l'on sache que c'est pas toujours simple de vivre dans notre société quand on a des troubles du spectre autistique. C'est pas toujours facile. Le regard des autres, c'est une chose, mais aussi, comme je l'ai déjà évoqué, toute la question de la datation de l'environnement. Euh, mais voilà, il faut qu'il y ait de l'information, il faut que l'on puisse parler de ces problématiques-là, comme beaucoup d'autres, et que les gens soient un petit peu informés de ce qui existe. Euh, c'est un sujet sur la différence. Alors vraiment, je trouve qu'on est en plein dedans. La différence, l'acceptation de la différence, et puis l'acceptation d'adapter un petit peu ce que l'on est à l'autre. Euh, c'est vraiment être confronté à des choses très étranges qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours en tout cas, ou il faut du temps pour les comprendre. Et voilà, il faut savoir que l'autre est ainsi, que probablement il le sera toujours, et que euh, on pourra bien sûr apporter un petit peu d'amélioration euh, grâce à du travail qui peut être fait, mais il faudra accepter qu'il soit comme ça parce qu'il le sera, et puis c'est tout. Et donc, il y a une notion aussi d'écoute très importante, être à l'écoute d'eux, parce que ces personnes-là, moi, elles m'ont enseigné que des petits détails, des petits grains de poussière, des toutes petites choses comme ça peuvent signifier beaucoup, peuvent prendre un sens très important, et il y a plein d'incompréhensions qui tournent autour de tout petits détails. Donc l'écoute, elle est importante. Donc c'est un message sur la capacité qu'on se doit d'avoir d'écouter l'autre, et puis de l'accepter tel qu'il est, même s'il est très différent. Il existe pour accompagner des personnes autistes, et notamment dans l'apprentissage de la communication, tout un ensemble de méthodes, et notamment la méthode PEX, qui est une méthode qui permet d'utiliser des photos, des images, des pictos ou des objets pour permettre à la personne avec trouble du spectre autistique de communiquer, puisque bien souvent le verbal n'est pas le meilleur canal pour la communication. C'est une méthode, la méthode PEX, qui a été élaborée dans les années 60, quelque chose comme ça, qui a été pensé par des psychologues, par des gens qui se sont mis en réflexion autour de ce type de méthode. Et j'ai dans mon établissement, l'établissement où je travaille, une personne que je vais appeler Michel, qui n'a pas du tout été initié, jamais a été initié à ces méthodes-là. Michel a une trentaine d'années. Et un jour, j'étais sur le lieu de vie, là où j'accompagne ces personnes. Je faisais un petit peu, je préparais le repas pour le midi dans la cuisine. Michel était dans la pièce à côté. Et il criait. Michel crie beaucoup. Il n'a pas de langage verbal du tout. Et on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a de gros retards, de gros déficits sur le plan cognitif. Michel criait un peu ce jour-là, et je n'y prêtais pas plus attention que cela, effectivement, puisque c'est quelque chose qu'il fait assez souvent. Et puis au bout de quelques instants, j'entends un grand crissement, comme ça, quelque chose qu'on traîne
sur le sol. Le sol, c'était du carrelage, donc voilà, ça fait un grand bruit comme ça. Je commence à être un petit peu surpris. Et au même moment, je vois Michel qui arrive et qui tire une espèce d'étagère qu'on avait sur pied, comme ça en métal, sur lequel on avait des cadres de photos posés. Et il le tire comme ça et il vient vers moi avec un regard un petit peu comme ça, en détresse, et il me montre ça. Et là, je comprends tout de suite qu'en fait, les cadres photos étaient tombés sur cette étagère. Et ils n'étaient pas placés comme ils étaient placés habituellement. Ils étaient tombés. Et donc ce jour-là, Michel, quand il a vu que je ne réagissais pas à son appel, eh bien, il est venu me montrer de façon très concrète et très pratique, avec un objet, ben voilà, ce qui n'allait pas. De ce jour, on a un petit peu réfléchi et du coup, on s'est dit qu'on allait essayer d'apprendre à Michel quelques moyens d'expression par objet. Aujourd'hui, il est capable d'aller chercher une petite clé en plastique qui se trouve à côté de la porte de sa chambre, de nous l'amener lorsque celle-ci est fermée à clé pour qu'on puisse aller lui ouvrir. Euh, J'ai été fasciné, totalement impressionné par Michel qui a montré ce jour-là que d'une part il avait beaucoup plus de compétences qu'on pouvait l'imaginer et que ces compétences elles étaient juste pas forcément à l'endroit où on les attendait. On les attend nous du côté du langage verbal, lui c'est pas possible, donc du coup il a trouvé une autre façon de s'exprimer et s'est très bien fait comprendre ce jour-là.